Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Clélia Dehon, je suis professeure associée au département de médiation culturelle de la Sorbonne Nouvelle, que je représente pour ouvrir le bal. Et surtout, j'ai eu l'immense plaisir d'accompagner les étudiantes et les étudiants du master médiation du patrimoine et de l'exposition depuis le début de l'année. Et je peux vous dire que pour ce cours, qui est donc le cours de montage de journée d'études, ils et elles ont mis beaucoup de cœur et d'énergie à monter tout ce programme, à faire beaucoup de recherches sur ce sujet, à trouver ce sujet, à vous inviter, intervenantes et intervenants ici présentes, et à penser toute la logistique, la technique, la communication de toute cet après-midi. Donc voilà, donc je tenais à saluer leur travail, à les remercier d'entrée de jeu, même si ce n'est pas encore tout à fait terminé. Au contraire, on est dans le cœur de l'événement, donc c'est toute cette gestion en fait de projet qu'ils et elles apprennent entre autres à travers le montage de cette journée. Merci à vous d'être là. On espère que tous ces échanges pourront nourrir vos réflexions futures en tant qu'étudiants, étudiantes, j'en vois dans la salle, et puis professionnels, universitaires. C'est aussi le but pour la Sorbonne Nouvelle de vous rassembler et de faire avancer, ou en tout cas de pouvoir nourrir vos réflexions dans tous vos projets. Donc voilà, on remercie également l'IMA, l'Institut du monde arabe, pour l'accueil magnifique dans cette salle du Haut Conseil. C'est un vrai privilège, donc merci à toutes les équipes. Et merci beaucoup aussi à Nathalie Bondil, qui est directrice du musée et des expositions de l'Institut du monde arabe, et à qui je donne la parole pour une petite introduction aussi à cette journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. Écoutez, ceux qui n'étaient jamais venus ici, levez les mains. Quand même. Donc c'est extraordinaire d'être dans cette salle du Haut Conseil. C'est une des plus belles salles de Paris. Je vous invite, après cette journée, de pouvoir regarder le panorama, soit sur la terrasse du restaurant qui est accessible, soit derrière moi, parce que c'est décidément une des plus belles vues de Paris. Et nous, quand on a la chance de pouvoir y travailler, on ne s'en lasse jamais. Alors bravo aux étudiants vraiment pour cette organisation. C'est un sujet tout à fait passionnant, d'actualité. Merci beaucoup Tanguy Wagino qui est ici. Vous pouvez l'applaudir parce que nous on a le bonheur de travailler avec lui. Donc c'est grâce à Tanguy que vous êtes ici à l'Institut du monde arabe, et on a la chance de pouvoir travailler avec toi. Donc comme alternance, c'est vraiment un bonheur quotidien. Merci beaucoup Tanguy. Et évidemment, j'espère que vous avez vu l'exposition Parfums d'Orient. Oui ou non? Levez la main. Bon, c'est super. Donc c'est vraiment, profitez-en. Vous êtes au tout dernier jour. L'exposition se termine dimanche soir. Et vraiment, donc les dispositifs olfactifs, Agnès Carayon qui est avec moi et avec qui j'ai la chance de travailler, ainsi que Mazen de Magic, vont vous expliquer donc pourquoi ces dispositifs sont particulièrement innovants et subtils. Je tiens à le dire. Alors pourquoi cet effet waouh? Je vais me lever un petit peu. Effectivement, la quête de la sensorialité dans les musées, d'une médiation multisensorielle, est en ce moment très recherché. C'est un sujet de plus en plus exploré par tous les professionnels de musées. Et je vous dirais que finalement, ça vous paraît nouveau, mais ce rapport à l'art n'est pas si nouveau que ça. Je vous invite à lire un livre de Jeremy Kering qui s'appelle « Les iconophages », donc manger les œuvres d'art. Donc ça vous paraîtrait tout à fait étonnant, mais en fait, il s'agit de ce rapport que l'on a aux œuvres d'art et qui fait en sorte que depuis la plus haute antiquité, eh bien, ce rapport-là, il n'est pas simplement que cognitif, il n'est pas simplement qu'intellectuel, tel qu'on a pu l'apprendre quand on fait de l'histoire de l'art, ou tel qu'on a pu le visiter quand on est en contact avec des guides conférenciers, des sachants, si je puis dire, qui font tomber de manière assez verticale, finalement, le savoir auprès des publics. Notre réflexion, en ce moment, est davantage, plutôt que des visiteurs, sur des usagers.
Et dans les temps les plus anciens, le rapport que nous avions avec les œuvres d'art était aussi un rapport très sensoriel. On pouvait manger les œuvres d'art, ça vous paraît étonnant, mais ce rapport très physique était relié au fait que ce que l'on considère comme étant une œuvre d'art pouvait être avant tout une œuvre religieuse. Ça pouvait être un jeton, un cachet qu'on pouvait manger pour ses vertus prophylactiques. Ça pouvait être de l'eau qui ruisselait sur une stèle de l'Égypte ancienne pour pouvoir recevoir les bienfaits supposé du point de vue divinatoire. Donc bref, il y a toute une réflexion qui s'est faite et tout un rapport aux œuvres jusqu'à certaines sculptures religieuses qui étaient censées pouvoir renforcer la fécondité et qu'on pouvait parfois manger. Donc pour certaines personnes qui allaient dans certaines églises. Donc vous voyez, c'est un rapport qui était très physique, qui était très physiologique. Et ce n'est qu'à partir de l'époque des Lumières, et évidemment avec l'invention des musées au XIXe siècle, qu'on a instauré un rapport beaucoup plus intellectuel, donc un rapport beaucoup plus taxinomique, comme on dit, c'est-à-dire verticalisé, disciplinaire sur l'histoire de l'art. Et on a intellectualisé énormément cette relation. Si vous lisez les salons Diderot, donc il va vous expliquer qu'à l'époque des salons de peinture était aussi fort qu'être Dune en IMAX en ce moment. C'est-à-dire que les femmes avaient leur vapeur, les gens criaient, pleuraient, etc. Donc il y avait ce rapport aux peintures qui est extrêmement fort parce qu'il y avait une rareté de ce qui était l'expérience visuelle. En ce moment, on a une surabondance d'images, mais ces époques étaient différentes. Alors maintenant, dans cette question multisensorielle que nous abordons dans les musées et souvent grâce aux scénographes, grâce aux commissaires, grâce aux conservateurs, grâce aux médiateurs, eh bien, c'est aussi une nouvelle réflexion que nous avons sur ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des robots, nous le savons, nous sommes des êtres physiologiques. Donc c'est vraiment de revenir à une nature biochimique de ce que nous sommes, nous, Homo sapiens sapiens. On réfère à notre animalité, on réfère à ce que nous sommes en tant qu'êtres sachants, mais en même temps et là je cite Damasio, qui est un neurologue californien très connu, donc « The brain is the servant of the body », c'est-à-dire que votre cerveau est toujours le serviteur du corps, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais hors sol, pur esprit, pur rationnel, pas du tout. Donc on arrive à une réflexion où on est moins « je pense, donc je suis » suivant Descartes que je ressens, donc je suis post-Darwin. Donc vous voyez, toute cette réflexion qui est articulée par les neurosciences, par l'imagerie médicale et par toutes sortes de réflexions, je pense à l'éthologie notamment, sur la question animale, fait en sorte que les visiteurs, les publics, maintenant, ont une nouvelle approche quand on les reçoit dans les musées. Alors, vous allez en apprendre davantage sur ces différents sens que l'on invoque pour pouvoir créer cette connexion avec les œuvres d'art. Je vous inciterai à lire L'Archiguerie de Pierre Lemarquis, parce que on comprend bien quels sont les impacts que vous pouvez avoir sur votre cerveau en termes de compréhension et de réception de ces œuvres, que ce soit par le sens de l'odorat, que ce soit par la musique, que ce soit par la vue évidemment. Et je vous dirais même, faites attention, parce que quand on est avec des expériences immersives totales, globales, alors là, on peut être avec le mal des transports virtuels, la cybernétose, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui peut même vous transporter à un tel point que ça peut vous faire défaillir. Alors ce sont des nouveaux terrains de jeu, GEUX, mais jeux JE, et j'espère que cette journée va pouvoir vous amener vers d'autres horizons. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous accueillir et je remercie encore Sorbonne Nouvelle d'avoir choisi l'IMA pour pouvoir faire cette journée. Donc bienvenue, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, au nom de la promotion de Master 2 Médiation du patrimoine et de l'exposition, on souhaitait remercier très chaleureusement Nathalie Bontil et l'Institut du monde arabe de nous accueillir pour cette super journée d'études. Merci aussi au service des actions éducatives et Iman Mostefai de nous avoir accompagnés dans la construction de ce super projet. Merci à tous nos intervenantes et intervenants.
d'avoir accepté de participer pour partager voilà, leurs réflexions, leurs expériences. Merci à tous nos enseignants de nous avoir accompagnés également pour préparer cette journée. Et enfin, merci à vous toutes et tous d'être venus aussi nombreux. On est très contents de partager ce moment avec vous. Donc pour vous présenter un peu la globalité de cette journée d'études, donc cette journée d'études au titre délibérément provocateur, hein, l'effet waouh, a pour but de questionner les expériences neuves, surprenantes, voire impressionnantes, proposées aujourd'hui dans le champ de l'exposition et de la médiation. Donc qu'il s'agisse d'expérimentations sensorielles, de parcours scénarisés et participatifs qui stimulent l'imaginaire, ou de dispositifs spectaculaires dans les musées. Tous ces éléments redéfinissent l'expérience de visite et la place que tiennent les sensations, voire les sensations fortes et même sensationnelles du visiteur. Et enfin, nous interrogerons aujourd'hui les nouveaux possibles impliqués dans le champ de l'exposition, leur conception, leur mise en pratique, leur réception, et l'usage que font ces sensations, cette recherche d'effets, au-delà des injonctions économiques et publicitaires à faire sensation. Donc nous accueillerons 3 tables rondes. La première portera sur les expérimentations sensorielles dans l'exposition, la programmation et la médiation. La deuxième table ronde portera sur les mises en exposition théâtralisées, les scénarisations participatives de visites. Et enfin, la troisième table ronde portera sur les mises en espace sensationnelles et notamment les formats immersifs. Donc j'invite maintenant les intervenants de la première table ronde à prendre place. Et je vais passer la parole à Clémence et Léa pour ce premier échange. Merci à tous et merci à toutes. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci Tanguy pour cette introduction. Donc, notre première table ronde questionnera l'enjeu des dispositifs sensoriels intégrés à la scénographie d'exposition, donc qui engagent le corps des visiteurs et des visiteuses dans l'expérience muséale, donc au sein de parcours de visite ou à l'occasion de formats de médiation. Donc, la mise en œuvre de médiation sensorielle est un sujet actuel, débattu entre les spécialistes de la pédagogie muséale, et de fait, le corps et les sensations des publics sont davantage pris en compte comme des récepteurs directs. Et d'ailleurs, on peut voir en effet que les musées ont principalement recours à des pratiques discursives, donc la mise en place de cartels, de textes en salle ou bien de visites guidées. Mais la difficulté de l'accès au discours peut engendrer des blocages ou des barrières, ou voire même poser la question de la légitimité, ou plutôt de l'illégitimité à se rendre sur un lieu culturel ou à se familiariser de manière générale avec la culture. Et c'est d'ailleurs un sentiment partagé par certains publics, notamment ceux qui sont éloignés de la culture ou ceux qui ont des besoins spécifiques en termes d'accessibilité. Donc les sens ont été récemment reconnus par les travaux de recherche en anthropologie sensorielle ou en neurosciences, et c'est donc en cela que la médiation sensorielle constituerait un dispositif légitime d'adaptation des propos à toutes et tous pour créer une expérience intime et véritable qui ne se comparerait pas à une compréhension ou une réception commune des connaissances ou à une compréhension qui se voudrait parfaite du discours. Mais au-delà même de la volonté de développer l'idée de l'implication du corps des publics dans l'expérience muséale ou dans les projets de médiation, l'usage des sens au sein des dispositifs scénographiques et sensoriels permettrait de servir le discours en replaçant l'objet dans son contexte. Cela permettrait notamment de revitaliser l'objet par la recréation de son environnement d'origine et donc engager des émotions. Donc maintenant, je passe la parole à Clémence. Oui, alors au fil de ces interventions, nous pourrons nous demander comment ces nouveaux formats d'exposition et de médiation renouvellent l'expérience de visite et la construction de sens, mais aussi ce que favorisent chez les visiteurs ces modes
de présentation et d'interaction, donc que ce soit au niveau de l'apprentissage, du bien-être, de questions d'appropriation du discours ou encore de mémorisation. Et enfin, on pourrait aussi se demander dans quelle mesure les médiations sensorielles participent à l'élargissement des publics destinataires. Et donc alors pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, dans l'ordre en partant de la droite, Agnès Carayon, chargée de collection et d'exposition à l'Institut du monde arabe, et notamment commissaire de l'exposition Parfums d'Orient, qui sera présentée jusqu'à dimanche ici même, donc allez-y si vous n'avez pas encore eu le temps, qui sera accompagnée de Mazen Nasri, fondateur et directeur de création du Studio Magique, à l'origine des dispositifs olfactifs présents dans l'exposition. Ensuite, nous aurons le plaisir de donner la parole à Valentine Boé, directrice des affaires culturelles de la communauté de communes du Causse et de la vallée de la Dordogne, qui a été notamment directrice de la cuisine, donc le centre d'art et de design dédié à la création contemporaine à Nègrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne, et qui, elle, est accompagnée de Camille Savoie, artiste culinaire du duo Bouillon-Brume et ancienne médiatrice de la cuisine. Donc elles reviendront notamment sur le format de médiation gustative qu'elles ont pu explorer dans leur espace de médiation Les Fourneaux de la Cuisine, donc qui se présentait comme un laboratoire d'échange et de partage et de réflexion à partir du langage culinaire de la gourmandise, mais qui a fermé récemment, mais donc elles reviendront dessus. Et enfin, Flora Ploquin, chargée de programmation et itinérance à la direction des publics du Muséum national d'histoire naturelle, et qui a été notamment chef de projet en 2021-2022 sur l'exposition L'Odyssée sensorielle, et qui est intervenue sur le commissariat muséographique, ainsi que la coordination générale du projet. Donc je vous remercie d'être présent aujourd'hui, et je vous laisse désormais la parole. Merci. Ah. Tu l'as ? Peut-être qu'il faut faire le autre aussi. Ok, bon, donc c'est moi qui commence. Merci beaucoup d'être là. Donc moi je suis Agnès Carayon, je suis l'une des deux commissaires de l'exposition qui est présentée en ce moment à l'Institut du monde arabe sur les parfums d'Orient. C'est vraiment à ce titre-là que je vais intervenir. En tant que commissaire, voilà, on était un peu le chef d'orchestre. Je vais donc parler un peu de nos attentes, ce qu'on voulait faire avec ce projet sur les parfums d'Orient et notamment toute sa dimension olfactive. Alors d'abord pour se resituer un peu dans le contexte, les parfums d'Orient et l'Institut du monde arabe, c'est quand même, voilà, c'est un sujet qui est un petit peu, le parfum c'est un sujet qui est assez évident pour l'Institut du monde arabe. Et pour tout vous dire, plusieurs projets sur cette thématique ont été présentés à l'IMA depuis la création de l'institution, donc en 1987. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu une thématique qui est assez récurrente, qui est venue plusieurs fois proposée par des commissaires extérieurs. Alors bon, nous on a pu les étudier, on trouvait que c'était souvent un peu trop archéologique, peut-être un petit peu ennuyeux. On a essayé dans un premier temps déjà d'élargir beaucoup le sujet et de parler beaucoup des usages, de montrer que ce n'était pas juste l'histoire des parfums et l'histoire des routes de l'encens, mais montrer que le monde arabe est une civilisation des parfums et qu'il y a des usages multiples autour des parfums qui imprègnent la société arabe depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui. Donc on a voulu vraiment ouvrir à la période contemporaine, donc ça c'était un premier élément important. Et puis surtout quand on fait une exposition sur les parfums, il nous semblait absolument évident qu'il fallait que le public puisse le sentir. C'est bien joli de parler du musc, de dire d'où vient le musc, qu'est-ce que c'est le musc, mais si le public ne sent pas, voilà, il manque quelque chose. Donc voilà, pour nous, toute la dimension olfactive, il fallait vraiment qu'elle soit intégrée dans notre parcours. Et comme ça a été rappelé en introduction, c'est vrai qu'on s'insérait dans une réflexion qui est assez globale en muséologie depuis quand même quelques temps, et en tout cas pour l'olfaction peut-être depuis une dizaine d'années. C'est que voilà, on essaye d'introduire de plus en plus le sens de l'odorat dans les musées. Donc pour nous, c'était le moment où il fallait intégrer cette dimension olfactive dans notre discours. Alors nous, c'était quand même important, nous on voulait quand même marqué. On voulait que ce soit une exposition, bon, j'espère qu'on a réussi, mais ça c'est pas moi qui suis juge de ça du tout. On voulait que ce soit assez marquant pour une exposition qui propose des dispositifs olfactifs.
Évidemment, on n'est pas les premiers, mais on trouvait que peut-être avant, il y avait eu un peu du saupoudrage. Même nous, hein, dans certains de nos projets, on a proposé dans certaines parties de pouvoir sentir des odeurs. Là, il fallait vraiment que ce soit beaucoup plus global et surtout que la narration par le biais des œuvres d'art, ça c'est quelque chose qu'on sait faire à l'Institut du monde arabe, voilà, c'est ce qu'on fait au quotidien, cette narration par les œuvres d'art soit accompagnée au même niveau par la narration olfactive, que ce soit vraiment deux narrations qui s'accompagnent l'une l'autre et qui soient complémentaires. Donc que toute la dimension olfactive ne soit pas un second degré et un petit saupoudrage, mais soit vraiment très importante. Donc ça, c'était vraiment pour nous la gageure et ce qu'on voulait vraiment pour cette exposition. Alors, l'idée, c'est pas de faire un effet waouh pour l'effet waouh, pour reprendre la thématique de la journée. Évidemment, on se doutait bien que ces dispositifs olfactifs pouvaient attirer un nouveau public, mais disons que pour nous, quand même, le sujet de l'exposition s'y prêtait parfaitement. Voilà, on parle des parfums, il nous paraissait absolument légitime de faire sentir les parfums. Voilà, c'était évident. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on ne refera pas forcément, en tout cas à ce niveau-là, dans nos prochains projets qui ne sont pas nécessairement liés aussi fort avec l'olfaction. Donc le projet, on a commencé à le travailler dès le début avec un grand parfumeur qui s'appelle Christopher Sheldrake. Donc on savait qu'on était avec un grand nom de la parfumerie qui nous accompagnerait sur la création des odeurs. Donc ça, c'était quand même important puisque nous, ce n'est pas notre métier. Voilà. Donc là, on allait vers la nouveauté quand même. On savait aussi qu'on était accompagné par une grosse société qui s'appelle Givaudan qui nous fournirait les jus eux-mêmes, les odeurs eux-mêmes. Donc voilà, on avait un premier pôle d'accompagnement qui était quand même très important. La dernière partie qui était quand même très importante aussi, c'était comment on allait mettre ces odeurs en scène, par quel biais. Et c'est là donc intervient la Société Magique qu'on a eu l'occasion de rencontrer au 104. Bon, je ne vais pas approfondir là-dessus. Mais du coup, ils nous ont présenté des projets qu'ils avaient fait précédemment et qu'on a trouvé assez inventifs. Enfin, on s'est dit, bah, eux, ils pourraient nous proposer quelque chose qui sera un peu novateur, inventif, créatif, qui permettra l'interaction avec le public. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a travaillé avec Magique. Alors, il faut savoir qu'on était prêt quand même, vu la thématique, à consacrer une somme assez importante. Hein. Voilà, on fait des parfums, on voulait un parcours olfactif qui soit assez fort. Donc, voilà, ça représente quand même une part non négligeable de notre budget. Et ensuite, donc, avec Magique, on a élaboré quelles étaient nos attentes. Voilà, on avait 3 points principaux pour travailler avec eux, en leur demandant leur création. La première, il fallait absolument que l'effet olfactif se sente. Voilà, si le public était passé et était sorti à la fin, on n'a pas trop senti, ça ne sent pas beaucoup. Voilà, ça aurait été vraiment un échec. Donc il fallait, encore une fois, que le parcours olfactif soit fort. On voulait aussi des dispositifs différents. On a plusieurs odeurs, il fallait qu'à chaque fois, il y ait quelque chose d'un peu différent. Donc on voulait des dispositifs passifs, donc certains espaces qui soient mis en odeur et que le visiteur subisse un peu l'odeur, et d'autres fois où ce sont des dispositifs actifs, où il y a une interaction entre le public et le dispositif pour qu'on puisse sentir l'odeur. Donc voilà, il fallait que l'expérience de ce parcours olfactif soit renouvelée à chaque dispositif. Donc ça, c'était quand même important. Et aussi, il y avait quelque chose qui était important, c'est que c'est un peu paradoxal quand on veut mettre en exposition un sens par essence invisible, qui est l'odorat. Il fallait que dans toutes les propositions, on ait 2-3 dispositifs qui visuellement soient forts. Parce que ça participe à l'expérience olfactive et c'est vrai que je pense que c'est aussi cela que les visiteurs de notre exposition ont le mieux retenu. Donc voilà, il fallait qu'il y ait ça. Et la dernière contrainte qui vraiment était très très importante pour nous, et c'était celle sur laquelle on était le plus stressé, parce que là on ne maîtrise pas du tout, c'est qu'on voulait absolument éviter l'effet Sephora. Enfin, ce que nous on a appelé l'effet Sephora. Voilà, c'est que si le public arrivait et sortait de notre exposition complètement saturé d'odeurs, en disant « Oh là là, j'en peux plus, vraiment j'ai mal à la tête », ça, voilà, on était terrifiés à cette idée-là, on voulait proposer beaucoup d'odeurs et on avait peur que le visiteur soit saturé. Donc ça, c'est vraiment les contraintes qu'on a imposées à Magique, qui va vous parler un petit peu, Mazen va vous parler un petit peu en détail de comment on a réussi à tout ça, voilà.
Donc je finis. Hein. Donc du coup, on a vraiment travaillé les odeurs avec le créateur des parfums, Christopher Sheldrake. Hein. Donc vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en odeur, enfin, quelles sont les odeurs qu'on va mettre en avant, où on va les placer. Donc là, ça, on l'a vraiment travaillé avec lui. Et on a ensuite travaillé avec Magic, un peu comme on travaille avec un scénographe. Donc, voilà, ils nous ont fait plusieurs propositions. Alors, certaines, on a dit, bon, ben non, finalement, on ne va pas prendre ça. D'autres, ah ben oui, ça, c'est très bien. D'autres, bon, ben ça, oui, peut-être, mais il faudrait le retravailler. Bon, voilà. Donc, c'est une collaboration, c'est sur du long terme. Nous, c'est vrai qu'on était un peu juge de dispositifs, de choses visuelles. Voilà, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours quand même et d'échanges sur le visuel de ces dispositifs. Voilà. On s'est complètement lié à eux sur tout le plan de la technique, parce que, voilà, techniquement, comment mettre en odeur des espaces sans que ça se diffuse, en maîtrisant les espaces de diffusion et tout ça, ça c'est quelque chose qui pour le coup était pas du tout, c'est pas notre métier. Donc là, c'est vraiment eux qui nous ont proposé une expertise tout à fait pertinente et qui, je pense, est assez réussie. Donc bon, voilà, je passe la main à Mazen qui va vous parler de tout ça en détail. On est très content du résultat de manière générale. Voilà, ça demande beaucoup de maintenance quand même, il faut le savoir. Ça demande aussi un beau budget. Voilà, c'est pas comme ça. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Mais on a quand même l'impression que cette exposition plaît notamment parce qu'elle propose cette expérience novatrice des odeurs et que la volonté de mettre en avant un parcours olfactif au même niveau qu'un parcours artistique a été plutôt réussie. Toute critique, enfin voilà, sans vouloir dire que c'est génial et qu'il n'y a rien à refaire, hein, mais voilà, on pense qu'on a quand même réussi à proposer quelque chose de novateur. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Agnès. Bon, l'expo est vraiment géniale pour le coup. Non, plus sérieusement, vous avez pu sentir un petit peu la responsabilité que l'Institut Monde Arabe a pu mettre sur les épaules de Magic, qu'on a su endosser un petit peu jusqu'à la fin, puisqu'effectivement l'exposition se termine dimanche. Et voilà, je vais me présenter en quelques mots. Du coup, moi c'est Mazen, je suis le fondateur de Magic. Chez Magic, nous sommes des créateurs et créatrices d'expériences olfactives et multisensorielles pour le milieu culturel, que ce soit pour des installations artistiques ou que ce soit également pour de la médiation. Et du coup, nous, on a une équipe de designers, de scénographes. On intègre en fait, on va dire, plusieurs disciplines dans notre travail. Évidemment, le parfum, le design interactif, et on n'hésite pas à faire des collaborations justement avec des entités, des artistes ou des personnes extérieures. La rencontre avec Lima était super intéressante. Effectivement, nous on était résidents au 104 et Lima, l'Institut Monde Arabe, pardon, avait le souhait de proposer une exposition qui intégrait des dispositifs olfactifs avec quand même 29 senteurs dans une exposition. Donc ça pose quand même beaucoup de contraintes entre mille guillemets. Et effectivement, là, on s'est posé un peu la même question dès le départ, c'est comment envisager une exposition sur les odeurs et les parfums sans inviter à sentir le visiteur. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est par où commencer. Voilà. On a beaucoup de responsabilités qui étaient effectivement par rapport à l'Institut Monde Arabe, évidemment, mais auprès de beaucoup d'autres acteurs, puisque c'est un projet qui a réuni beaucoup d'entités et de personnes, à commencer par les commissaires d'exposition, comme Agnès, elle était l'une d'entre elles. Puisqu'il fallait que nos propositions prennent leur place auprès des œuvres et qui respectent également l'intention des commissaires d'exposition, donc le propos scientifique et le parcours qui a été pensé comme un voyage des extérieurs vers l'intimité. Auprès de l'Institut Monde Arabe, l'entité, il fallait que ça marche et que ça tienne 6 mois. Voilà, donc il y a effectivement toute l'histoire de la maintenance et aussi le fait que, vu qu'il y a beaucoup de dispositifs électroniques, vous l'aurez compris, ou vous l'avez peut-être déjà vécu, eh bien, il y a des possibilités justement qu'il y ait des petits bugs de temps en temps. Et il faut être présent justement de sorte à ce que l'exposition dure bel et bien 6 mois. Auprès des parfumeurs, donc il y a Christopher Sheldrake, mais également Nisrine Grillet qui a collaboré sur quelques senteurs de chez Givaudan, puisqu'il fallait absolument que nos dispositifs olfactifs puissent proposer une diffusion fidèle et assez puissante.
Et en même temps, la puissance, vous allez le voir, a été aussi un problème parce que, comme Agnès le disait, alors c'était vraiment dans son brief. Agnès, vraiment, elle ne le disait pas pour plaisanter tout à l'heure. Elle m'a clairement dit, Mazen, il ne faut pas que ça soit comme chez Sephora. Voilà. À partir de ce moment-là, le message était clair. Et dernière chose, évidemment, la responsabilité par rapport au public et également aux personnes plus globalement attachées à l'histoire et au patrimoine, comme beaucoup ici présents. Le fait que l'onirisme ne vienne pas faire oublier le propos de l'exposition. Alors notre réponse pour tout ça, évidemment, ça a été de se poser la question sur notre principale source d'inspiration. Et notre principale source d'inspiration a été le propos scientifique et historique de l'exposition, évidemment. Et on a proposé un peu une mise en abîme. Donc là, pour nous, l'idée, c'était de raconter des histoires dans une histoire globale. L'idée, c'était de sublimer les odeurs en les incluant dans une mise en scène. L'idée, ce n'est pas uniquement de les diffuser 29 senteurs dans une exposition. Il fallait effectivement qu'ils s'intègrent dans des expériences, dans un décor, qui s'intègrent également dans des sections qui ont chacune leur identité, on va dire. Et voilà. Et on a proposé aussi des installations au visage plutôt contemporain. L'idée, c'est d'accepter avec humilité que nous nous introduisons au milieu d'œuvres d'art, d'objets et d'archives historiques. Et on a voulu justement proposer, on a voulu contraster avec l'authentique, en apportant une valeur, on va dire, universelle et un petit peu atemporelle à nos propositions. On peut peut-être voir... Alors, tout à l'heure, les gens ont levé la main justement sur ceux qui étaient allés voir l'exposition. Qui n'a pas vu l'exposition? Ok, donc pas mal de monde quand même. Est-ce que vous allez la voir juste après ou pas? Oui? Ok, d'accord. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va pas avoir beaucoup de temps pour regarder les propositions, mais on vous montre un petit peu quelques installations. Donc ici, c'est l'installation qui s'appelle l'envolée des fleurs. Donc il y a 3 machines de la sorte. Ça paraît un peu petit sur l'écran, mais elles font à peu près 2 mètres de haut, donc c'est quand même des grosses machines. Et ici, en fait, l'idée, c'était de manière onirique de valoriser les 3 fleurs mythiques du monde arabe, que sont la rose, pardon, la fleur d'oranger et le safran. Et ici, l'installation a été pensée à l'origine pour souffler dans le capteur, le petit disque que vous voyez au milieu qui est cuivré. Et en soufflant, en fait, ça générait un tourbillon, ça génère toujours d'ailleurs, un tourbillon floral et ça diffuse également du parfum. Donc ici, on a proposé une sorte d'illusion, en fait, avec cette proposition, avec le souhait de justement donner l'impression qu'en soufflant, on fait exploser ce tourbillon floral et ces fleurs nous apportent cette odeur. Nous avons une autre proposition. Alors, voilà. Nous avons également cette installation qui a pour objectif justement d'exprimer le métier du parfumeur et comment se compose un parfum. Donc c'est un peu comme en cuisine, on mélange des ingrédients et on arrive à un résultat final. Donc on a 3 parfums décomposés en 3 parfums. Et chacun des flacons, justement, viennent apporter une connaissance supplémentaire sur la composition, puisque sur le petit flacon à gauche, par exemple, vous avez une matière première, sur celui du milieu, une deuxième qui se rajoute, et sur le troisième, une troisième matière première qui se rajoute. C'était pour exprimer, justement, comment fonctionne le travail du parfumeur. Pour conclure, parce que je vois qu'on a dépassé un petit peu le temps, je voulais simplement préciser qu'on a eu affaire, évidemment, à beaucoup de contraintes techniques. Dès le départ, il fallait éviter que les odeurs se mélangent, évidemment. Il a fallu faire en sorte que ça ne soit pas trop puissant, faire en sorte que les visiteurs puissent sentir 29 odeurs et parfums dans toute l'exposition sans qu'il y ait de sursollicitation, sans qu'ils aient mal à la tête. Il fallait faire attention aux hypersensibles sensoriels, mais faire en sorte aussi que tout le monde puisse sentir tous les parfums et ne pas abîmer les œuvres. Et du coup, nous, on a travaillé avec un dispositif qui s'appelle la diffusion à air sec. Et il s'agit d'encapsuler du parfum dans une matière sèche et de ventiler, de sorte à pouvoir créer un sillage parfumé, ce qui permet justement de créer toujours une diffusion locale, spatialisée et synchronisée. Voilà. Je vous remercie. Je vais avancer un peu. Hop. Je ne sais pas si elles sont à la suite. Je vais avancer. Voilà. C'est ça? Ouais. Voilà. Comment il faut faire? Il faut appuyer sur le bouton, la petite flèche à droite. Bonjour. Merci pour cette invitation. Donc, on va faire une présentation à 2 voix.
on va évoquer une expérience artistique et culturelle qui nous a beaucoup marqué professionnellement et humainement. Donc il y a 10 ans, le 14 juin 2014, c'est ça, on inaugurait le centre d'art La Cuisine, un centre d'art et de design appliqué à l'alimentation, à Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne. Donc c'était un lieu qui était en régie directe. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est-à-dire qu'on était salariés toutes les deux de la mairie, donc l'équipement culturel. Ben, j'ai oublié de mettre le tac. Pardon. Donc c'était un équipement en fait qui appartenait directement à la mairie. Donc c'était un lieu dédié à la création contemporaine et on y a travaillé respectivement 4 ans et 5 ans. Ce lieu a fermé ses portes. Je ne vais pas revenir sur cette histoire puisque ça va être trop long sinon. Mais si ça vous intéresse, il y a Virgile Freyss qui a fait un podcast où il a interrogé les anciens directeurs du centre d'art pour revenir sur cette histoire qui a duré 20 ans. Donc si vous êtes intéressé, c'est sur la radio du UU, donc DUUU, où vous pouvez retrouver ce podcast. Il a fait un partenariat avec DCA, donc l'association des directeurs des centres d'art, et il a fait des reportages sur d'autres centres d'art qui ont également fermé. Donc c'est doublement émouvant pour nous de témoigner de cette expérience, et c'est une expérience qui nous a marqués et qui était vraiment un lieu très inspirant. Donc le centre d'art est mort, il n'existe plus, mais il vit, il continue à vivre à travers nous et qui nous inspire encore aujourd'hui, et je pense aussi qu'il a marqué énormément les publics. Donc c'était un centre, ça fait bizarre de parler au passé comme ça, mais... Ouais, c'est ça. Donc un centre d'art à Nègrepelisse, donc on ne parle pas du même endroit. Donc Nègrepelisse, c'est où? C'est dans le Tarn-et-Garonne, donc je ne sais pas si vous voyez Toulouse, au-dessus. Donc voilà, donc vous voyez la petite croix rose, donc à côté de Montauban, donc un village de 5000 habitants, donc vraiment en zone rurale, en zone périphérique de métropole. Voilà, donc ça situe un petit peu le lieu. Je voulais aussi vous dire que finalement, pourquoi cette thématique, la thématique de la cuisine, puisque tous nos projets étaient autour de cette thématique, tout simplement puisqu'on était, le centre d'art était dans le verger du Tarn-et-Garonne, le verger de la France, pardon, on dit que c'était le Tarn-et-Garonne, enfin on dit toujours que c'est le verger de la France. Et l'idée en fait innovante de ce projet en 2004, ça a été d'imaginer un lieu qui s'inspire des coutumes et des usages de la table. Donc vraiment de développer tout un champ de projets artistiques et culturels autour de cette thématique-là, qui est très représentée bien sûr dans le Tarn-et-Garonne, mais qui est vraiment une thématique internationale, universelle, puisque j'ai vu dans l'exposition la cuisine également, avec les parfums, avec un taboulé, je crois. Donc voilà, donc c'est vraiment une thématique qui était très large et vraiment travaillée sur la recherche. Donc l'effet waouh, on était dans le Tarn-et-Garonne. Donc là, vous voyez un château du XIIIe siècle qui a été rénové par les architectes RCR, qui sont les architectes qui ont fait le musée Soulages à Rodez. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc là, bien écoutez, RCR est également venu à Nègrepelisse pour rénover ce château et remonter donc ce château du XIIIe siècle. Donc déjà, là, on peut dire qu'on était un peu dans un effet majestueux. On était dans un château, on était châtelaine et c'était assez beau. Alors, on parlait de budget tout à l'heure. Vous dire que donc nous, on avait 300 000 € de budget. Donc, je ne sais pas quel est le budget de l'exposition, mais je pense qu'il est très loin de... Ouais, beaucoup plus. Sauf que nous, c'était notre budget annuel. Voilà, avec tous les salariés, avec toute l'équipe. Et je pense que c'est important aussi d'en parler et de dire qu'on n'avait pas de billetterie. Tout était gratuit pour les habitants. Donc, c'était vraiment un projet d'ancrage territorial au plus près des problématiques de territoire. Ah, attendez, je ne sais pas par où il faut... Ouais, voilà. Bon, là, c'est une petite vue. Là, voilà, bon, on y reviendra sur cette thématique, mais effectivement, l'innovation de ce lieu, un lieu d'art contemporain, c'était d'avoir une cuisine à l'intérieur et effectivement de faire de la médiation culinaire, mais ça, Camille y reviendra juste après. Dans les projets innovants, finalement, on ne pensait pas du tout à cet effet waouh à l'époque. Ça, c'est un projet qui date de 2007 avec les designers 5 designers. Là, l'idée, c'était de proposer, d'inviter la population à aller pique-niquer sur un espace sensible, un espace naturel sensible, donc l'île de Nègrepelisse, qui était en contrebas du château. Mais à l'époque, en 2007, le château était une ruine, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il y avait un parking à l'intérieur presque. Enfin bon, c'était une ruine à l'époque. Mais en 2007, il y a eu ce premier projet pour investir la ville. Donc ça a été vraiment une innovation au centre d'art, c'était d'investir, d'aménager la ville par l'art et le design. Vraiment, j'aimerais citer une citation de Robert Filliou que j'aime beaucoup, c'est que... attendez, il ne faut pas que je me plante quand même.
C'est bien. Donc, bon, vous la connaissez certainement, c'est que c'est l'art l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et ça, franchement, c'est ce qui a porté tout le projet du Centre d'art La Cuisine et qui nous porte encore aussi aujourd'hui. Donc, je vais passer parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets. Donc là, c'était A+B Designer, donc là, le jardin d'enfants, le jardin d'éveil, pour les tout-petits, donc vraiment du design adapté avec une étude sur les usages des enfants, des tout-petits, puisque là, c'était pour je crois, à partir de 1 an et demi jusqu'à 3 ans, c'était avant la maternelle. Donc ça, c'est un design avec ce lapin qu'on pouvait caresser et qui changeait de couleur en le caressant. Un projet avec Matali Crassé, un projet de design bien sûr, avec donc le bois de Sherwood, donc à Nègrepelisse, donc un gros travail d'ancrage territorial avec les habitants, avec les associations du territoire. Là, avec aussi donc Rudy Bord, peut-être que vous le connaissez, ce designer, on a travaillé sur la typographie et sur la typographie dans l'espace public, donc ça c'était très intéressant, il y avait de la recherche avec des étudiants. Je passe très rapidement, hein, vous m'en voudrez pas, mais il me reste 1 minute et demie. Donc, on a bien sûr tous les artistes qui étaient exposés. On avait 3 artistes qui venaient chaque année, donc sur une période de résidence avec la thématique de la cuisine, forcément. Donc là, c'était Documentation Céline Duval qui était venue et il passait du temps sur le territoire et s'imprégnait en fait de l'histoire du territoire pour créer un projet artistique. Donc là, on voit Céline qui a collecté pas mal de photos sur notre territoire. Là, vous avez Suzanne Husky, donc, qui a été le projet inaugural du Centre d'art. Suzanne, elle expose en ce moment à Drawing Lab. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, c'est en ce moment. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir son travail. Là, c'était il y a 10 ans, où elle était allée voir les habitants, les paysans de notre territoire, pour savoir c'est quoi la paysannerie dans le Tarn-et-Garonne en 2014. Donc sur la médiation, on a travaillé beaucoup sur la démultiplication des formats, donc de la médiation classique, on va dire, avec des visites, des propositions d'ateliers d'art plastique. On avait un espace aussi, un atelier, une grande salle où on pouvait faire des ateliers. Et puis après, des visites de ferme, des ateliers sur les places de marché. Enfin voilà, il y avait vraiment une démultiplication des actions de médiation pour aller vraiment au plus près des publics. Nos publics, c'était énormément de scolaires, mais également des habitants du territoire, des associations et de nombreuses personnes curieuses de ce projet. Beaucoup de personnes sont venues de loin aussi pour voir cette expérimentation en pleine zone rurale. Voilà, ça fait pile 7 minutes. Voilà, je te passe le micro, Camille. Merci. Du coup, je vais revenir plus spécifiquement sur le projet des fourneaux de la cuisine dont je me suis occupée pendant 5 ans. Donc, il s'agit vraiment d'une cuisine qui était insérée dans le centre d'art et qui juxtaposait la salle d'exposition avec vraiment une ouverture et une accessibilité directe entre les 2 espaces. Il y avait des portes coulissantes juste qui pouvaient, si besoin, en cas de visite doublée, refermer les 2 espaces. Mais l'idée, c'était vraiment qu'il y ait un écho perpétuel entre ces 2 environnements. Du coup, les fourneaux de la cuisine, c'est un espace d'expérimentation, de médiation et de création voilà, l'idée de la programmation autour du culinaire, c'est aussi de s'inspirer et de se servir de tout ce qui peut ressortir de convivialité à faire la cuisine ensemble ou à manger ensemble pour rendre le centre d'art vraiment ouvert et accessible à tout type de public. Et ça allait dans la programmation à des événements vraiment importants, genre ici, c'est un banquet pour 250 personnes qui a été réalisé pour l'inauguration du centre d'art, à des formats beaucoup plus petits et plus intimes. L'idée étant que chaque repas qui est proposé à la cuisine ait également une forme artistique dans sa composition. Donc voilà, c'était un retour en image sur ce banquet inaugural. La programmation culinaire, en fait, elle suivait les expositions. Il y avait 3 expositions par an qui étaient issues de résidences d'artistes. Du coup, donc un format d'atelier de cuisine, des propositions qui étaient beaucoup plus mêlées avec le travail de recherche de création artistique et des formats plus de performances culinaires qui sont liés au vernissage, qui avait une place un peu particulière aussi au centre d'art. Les ateliers, du coup, ils s'adressaient à différents types de publics et justement, on travaillait sur des formats, vraiment expérimenter les formats pour attirer différentes personnes. On a travaillé avec les scolaires, bien sûr, hors scolaire pendant
pendant les vacances. On a travaillé sur des workshops avec des étudiants. On a mené également, bien sûr, des ateliers avec les adultes. Et à chaque fois, les propositions étaient un peu différentes. Ici, je voulais revenir par exemple sur un format qui était proposé aux enfants. Donc là, c'est autour d'une exposition qui était réalisée par des designers, Célia et Annès, qui avaient proposé de présenter dans la salle d'exposition des outils designés, des outils qui parlaient des gestes du jardinier. Et à partir de ces objets, du coup, je proposais, c'était un cycle d'ateliers sur 3 mois qui allait de la plantation à la récolte, à la transformation ensuite en atelier, avec tout un travail aussi sur l'histoire des jardins, et du jardin royal au jardin anglais, au jardin à la française. Du coup, il y a toujours des thèmes, soit les ateliers étaient plus concentrés sur une des œuvres qui étaient proposées dans la salle d'exposition, ou alors sur une thématique générale. Voilà, donc là on a parlé tout à l'heure, Valentine évoquait les œuvres qui étaient insérées dans l'espace public. Au Fourneau, on travaillait beaucoup autour de ces œuvres aussi pour expérimenter des mises en scène de repas et explorer justement, pour ce cas spécifique, manger dehors et tout ce que cela pouvait impliquer de manger dehors. Plein de scènes d'ateliers pour voir un peu la différence. Par exemple, pour les adultes, l'idée était de toujours inviter une personne à transmettre quelque chose. C'est pas moi qui guidais l'atelier, parce que dans l'idée justement de faire participer l'ensemble du territoire, c'était vraiment une passerelle possible que d'inviter à prendre possession quelques heures cet espace et à transmettre un savoir-faire. Là, on voit par exemple le canard gras. C'est que les fourneaux de la cuisine, c'est un outil de médiation d'un processus artistique qui est exposé à côté, mais aussi une médiation de territoire qui parle justement de la spécificité de ce territoire qui est agricole. Donc tout un week-end consacré au canard gras, et là c'est vraiment juste un passionné qui avait l'habitude de faire ça avec sa famille qui est venue le transmettre, et c'est en lien avec une exposition de Marie Sirgue dans la salle d'exposition qui avait créé un poulailler avec une récolte d'objets divers et variés qui reconstituait l'idée du poulailler en lien avec l'image de la brocante aussi qui est très attachée à la campagne. Voilà, l'idée c'était aussi de donner vie avec des formats de repas dans le centre d'art, toujours pour accrocher à cette idée de convivialité qui était nécessaire pour nous dans cet espace. Voilà, donc plein de formats. Je pense que je peux aller un peu plus vite peut-être, mais là il y a quand même des choses intéressantes. C'est que justement dans cet entrecroisement avec le travail artistique, on a par exemple travaillé avec Emma Dusson pour son exposition des espoirs, travaillé sur une pièce comestible. Elle a réalisé un cœur humain, un moulage de cœur humain, et qu'on en a reproduit en chocolat et qui était proposé en dégustation dans la salle d'exposition. Des performances, on a invité les artistes justement à proposer des formats de repas qui exploraient différentes façons de manger. Ici, Anna Burlet, avec qui je travaille aujourd'hui, qui a proposé tout un repas qu'elle a appelé biodiversité ordinaire, avec un travail sur l'outil pour inviter à utiliser un outil qui avait différentes fonctions pour manger. Là, c'est pas la partie plutôt création, donc les vernissages que je réalisais pour les expositions, avec parfois des formats. Donc là, c'était avec l'Université de Montauban pour un travail autour de la couleur du noir qui a été mené avec eux. Ici, un travail avec Marie Sirgue qui a vraiment travaillé sur l'idée de la campagne et donc de la saisonnalité, tout le rythme en fait de saison que l'on retrouve à la campagne. Et on a mis en bocaux le printemps pour le déguster en hiver. Et ici, un travail peut-être mené avec les Roveaux, qui était une résidence avec des graphistes, qui, eux, ont travaillé sur une collecte et une récolte sur le territoire, une collecte de signes et d'images qui, après, leur servaient comme création d'objets qui donnaient un certain regard, justement, de la campagne. Et donc, moi, en parallèle, je travaillais sur une récolte d'automne, de tout ce que l'on pouvait trouver et glaner à la campagne en automne, et avec des détournements, les bocs de châtaigne qui devenaient le réceptacle d'une pâte de coin glanée dans les haies, avec le cyronnodon qui ne va pas passer l'hiver sur son arbuste, la coque de noix qui vient accueillir le cuisseau de sanglier qu'on est allé chercher chez les chasseurs qui avaient fait une trouvaille automnale. Voilà, et le petit gland qui est détourné et qui devient truffe en chocolat. Voilà, bon, c'est juste des exemples comme ça pour essayer de se mettre en image justement ce que ça peut être un travail culinaire autour
des expositions. Et là, je voulais juste revenir parce que finalement, la cuisine n'existe plus, mais la pratique, en tout cas, qui a été développée là-bas, existe toujours. Je me suis associée à Anna Burlet, qui a aussi été chargée des fourneaux pendant 1 an. On a créé Bouillon Brume, qui est un duo d'artistes culinaires, et on créé des performances, qui beaucoup travaillent autour de l'idée du paysage nourricier et de comment est-ce que l'on peut inviter à entrer dans un paysage et à raconter son histoire et sa transformation par la dégustation. Là, c'est juste un exemple du coup d'un travail mené avec une classe de collégiens dans le Ségala, qui est un paysage de petites parcelles de haies où il y a des brebis et la production du roquefort. On a déconstruit un peu tout le paysage avec eux et on en a proposé vraiment une performance culinaire, donc une série de dégustations qui racontait un peu toute cette déconstruction du paysage que l'on a faite ensemble. Et là, une autre performance en montagne qui invitait à manger la montagne d'en haut sur un sentier de mi-montagne. Voilà, avec manger la falaise. Et vraiment, donc là, c'est sur une déambulation avec des installations qui ponctuent l'ensemble du sentier. Voilà, pour la partie culinaire. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un projet qu'on a présenté il y a 2 ans maintenant au Muséum d'Histoire Naturelle, pas très loin d'ici, à peu près 10 minutes à pied. L'Odyssée sensorielle, une exposition, parce qu'on a décidé de continuer à l'appeler exposition, qui a été menée en coproduction avec Sensory Odyssey Studio. Donc Gwenaël Alan, le fondateur, est ici présent dans le public et qui pourra peut-être me compléter si vous avez des questions à la fin. Alors, je ne sais pas si parmi vous, je vais faire la même petite question. Certains avaient vu l'expo ou pas? Assez peu de personnes, si, quand même, un petit peu. Donc, j'ai mis le petit... Avant de parler, je voulais diffuser la petite bande-annonce pour vous donner un aperçu. Mais je ne sais pas comment je peux lancer. OK. Ah ouais, voilà. Voilà. Donc cette exposition, en fait, c'était un sacré défi pour nous au Muséum, puisque c'est une expo qui se présente sans texte, sans mots, sans objet, sans manip, mais uniquement en fait avec des perceptions sensorielles à activer chez les visiteurs. Donc concrètement, en fait, 8 milieux naturels étaient présentés à travers des projections, un son spatialisé et de la diffusion d'odeurs, avant d'arriver dans une dernière salle, la 10e salle du parcours, où là on avait un décryptage de ce qu'on avait perçu. Donc l'idée effectivement, mais c'est ce qu'a bien introduit Nathalie Bondil tout à l'heure, c'était d'expérimenter, en fait, de faire passer un message à travers les sens, en essayant donc par les sens d'activer des émotions chez les visiteurs et de créer une forme d'empathie entre le visiteur et la nature dans laquelle il va être émergé, afin de marquer son esprit et de mémoriser, en fait. Et puis, si possible, de passer ce message de apprendre à observer, à ressentir son environnement, lui donner envie de mieux le connaître et donc de mieux le protéger in fine. Juste pour quelques mots de contexte, de manière plus générale, les objectifs de ce projet, ils rentraient
dans le cadre du PSC du Muséum, projet scientifique et culturel, qui a été écrit à peu près à la même période, qui a été publié en 2022, où un des 4 grands chapitres de ce PSC, c'est diffuser l'histoire naturelle au public, émerveiller pour instruire, c'est la devise du MNHN. Et donc voilà, ce projet rentrait parfaitement dans ce credo-là, avec 2 objectifs principaux en termes de public, qui est d'abord de fidéliser les publics qui viennent chez nous, et en particulier ici les familles, mais aussi d'aller chercher de nouveaux publics, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc avec ce type d'exposition, nous on visait principalement ce qu'on appelle les jeunes adultes, 18-30 ans, mais aussi, pourquoi pas, développer une autre forme d'accessibilité des contenus, c'est ce que vous disiez aussi en introduction, notamment auprès des publics non lecteurs ou bien pas à l'aise avec la lecture et avec le type de médias habituellement, qu'on retrouve habituellement dans les musées et les expositions. Alors plus concrètement, le parcours, il s'étendait sur 900 mètres carrés, donc dans notre salle d'exposition temporaire au MNHN. Il proposait un voyage de l'Équateur vers le pôle Nord, donc à travers 8 milieux naturels. Toutes les images en fait, qui étaient présentées dans l'exposition étaient en définition 4K et elles ont toutes été filmées pour l'exposition, donc c'était des images inédites, c'était pas des images de synthèse, filmées en 8K à travers le monde, mais aussi en Aveyron, enfin voilà, en fonction des environnements proches de chez nous. Un très important travail sur le son qui a été effectué, de prise de son et de spatialisation du son dans l'espace pour voilà, rendre l'immersion complète. Et puis un parcours olfactif scénarisé à travers donc l'exposition, parce que dans chaque salle, on avait une à plusieurs odeurs qui se diffusaient de manière consécutive, en tout cas de manière synchronisée avec le scénario. Donc c'est la même technique, la même technologie, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, d'odeur sèche qui était diffusée dans l'exposition, ce qui permet d'éviter que les odeurs justement ne se superposent, comme chez Sephora vous disiez, voilà, justement là le parfum est sur des petites gouttelettes. Donc grâce à ce système de diffusion d'odeurs sèches par des canons à odeur qui avait été designé par le scénographe de l'exposition, voilà, ces odeurs transparaissaient à travers le parcours. Pour l'écriture du scénario, nous on a eu 2 fils rouges qui nous ont tenus à cœur pour penser ce parcours. Le premier, c'était la posture des visiteurs, c'est-à-dire proposer aux visiteurs d'être dans une posture, dans cet environnement un peu inhabituel pour lui. Alors certes, en lui proposant de voyager dans des environnements qui sont parfois lointains, mais aussi parfois proches, mais simplement, voilà, ça pouvait être se mettre à l'échelle des insectes, par exemple, ou bien proposer un voyage sous le sol, ou encore dans la forêt tropicale, par exemple, on faisait descendre les visiteurs du haut de la canopée vers le sous-bois. Donc voilà, on avait cette réflexion-là sur la posture du visiteur qui a été importante dans l'écriture. Et puis le deuxième fil rouge, c'était de mettre l'accent sur les interactions du monde, entre espèces dans le monde vivant, entre espèces vivantes. C'est ce qu'on souhaitait que les visiteurs, en tout cas, perçoivent de cette expérience-là. Alors, je ne vais pas vous faire défiler tout le parcours en entier, mais un aperçu et peut-être pointer certaines salles en particulier qui me semblent intéressantes. Mais en fait, elles ont toutes leurs spécificités, donc je pourrais vous parler de toutes. Mais relativement au début du parcours, dans la deuxième salle, on avait décidé de plonger les visiteurs dans l'obscurité. Dans cette salle sur la savane, où en fait, l'idée c'était justement qu'ils puissent faire le focus sur les autres sens que l'observation qu'on a l'habitude d'activer dans les expositions. Et donc on les plongeait dans l'obscurité, et là simplement on entendait le son et l'odeur. Et donc on avait voilà, des bruits d'animaux, des scènes de prédation, et puis tout à coup on entendait l'orage qui grondait, la pluie qui se mettait à tomber. On avait les odeurs du coup, qui étaient associées à ces événements, et notamment cette odeur d'après la pluie, le pétrichor, qui était diffusé à ce moment-là. Voilà, je passe un petit peu rapidement sur la forêt tropicale, des images qui avaient été filmées en Guyane. Cette salle-là, je m'arrête une seconde parce qu'elle avait un statut vraiment différent des autres, puisqu'ici, au lieu d'être dans un environnement très réaliste, en tout cas pour l'œil humain, on avait le souhait de projeter les visiteurs ici dans la peau d'une chauve-souris. Donc c'est une vision un peu plus interprétative qui a été proposée ici. L'idée, c'est d'avoir cet environnement, donc cette forêt temporée, en fait en nuages de points et en vagues d'ondes, de manière à se représenter la manière dont une chauve-souris peut percevoir son environnement grâce à l'écholocation, donc cette faculté qu'elle a d'émettre des sons à une fréquence précise en fonction des espèces, et d'écouter leur écho, donc d'écouter l'écho des sons qu'elle produit pour se repérer dans l'espace.
Voilà, on avait donc cette fameuse salle sous le sol, c'était donc de 8 mètres de long. Ici, ce qui est super intéressant, c'est que c'est ce qu'il y a de plus proche de nous, presque comme biodiversité. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a sous nos pieds, mais qu'on ne voit pas. Et donc là, on rendait accessible voilà, cet environnement-là. Et notamment, on proposait dans la projection des incarts au niveau microscopique pour en tout cas percevoir qu'il y a une activité hyper importante au niveau microscopique, même si ici, à ce stade de l'exposition, on n'a pas l'information sur le nom de ces petites bébêtes, mais on comprend qu'il se passe plein de choses sous nos pieds. On voit également la symbiose entre la racine des arbres, les filaments des champignons. Donc on perçoit des choses, et puis on avait évidemment les odeurs associées. Donc on voit une truffe qui pousse sous le sol, et on a l'odeur qui nous frappe à ce moment-là. Donc celle-ci était un peu le best-seller de l'exposition, donc plongée dans les prairies, pareil, un environnement qui nous est proche, familier, mais en fait d'avoir ces insectes en hyper haute résolution sur 4 mètres face à nous a vraiment créé ça crée une forme d'empathie en fait avec ces animaux qui d'habitude on a peut-être tendance à les d'un revers de la main à les ignorer. Et puis là, vraiment, nous, on trouvait ça magnifique, mais on a surtout été étonnés de voir à quel point les visiteurs restaient parfois à regarder en boucle la salle pendant 20 minutes, captivés par cette salle qui a eu un énorme succès. Voilà, donc je passe un petit peu plus rapidement sur la fin du parcours, la plongée avec les cachalots sur cet écran de 15 mètres, et puis le spectacle final qui était l'arrivée au pôle Nord. Vous voyez notamment la fonte des glaces. La dernière salle, donc, retour d'exploration, qui permettait quand même de ne pas laisser les visiteurs sans réponse, pour ceux qui auraient eu des questions et qui, justement, les invitaient à se questionner, en tout cas, notamment sur notre rapport, nous, d'hommes, dans cet environnement-là, cette nature, mais on questionnait aussi sur les sens, et notamment sur les sens des autres animaux, pour se rendre compte que nos perceptions sensorielles humaines ne sont pas vraiment objectives. En fait, les animaux perçoivent à leur manière aussi le monde vivant. On offrait également un petit journal souvenir de notre exploration. Je ne sais pas à combien de temps j'en suis. Voilà, donc je vais me dépêcher un peu. Des équipes très très nombreuses et des compétences très complémentaires évidemment qui ont été rassemblées sur le projet. Côté MNHN, 13 commissaires scientifiques qui ont travaillé sur l'exposition. Donc 2 commissaires généraux, et puis pour chaque salle, vraiment, il y avait un scientifique qui était associé. Et donc la manière dont on a travaillé avec Sensory Odyssey, qui eux pilotaient la direction artistique et puis toutes les équipes de production, c'est la suivante, c'est-à-dire que les commissaires scientifiques nous ont beaucoup partagé leur ressenti d'expérience qu'ils ont sur le terrain, parce qu'au muséum, donc, on a la chance d'avoir de nombreux chercheurs en interne qui partent dans ces milieux là en exploration, notamment grimper en haut des arbres en Amazonie. Donc voilà, c'est d'abord été des entretiens comme ça pour définir les thématiques, savoir où est-ce qu'on allait partir. Et puis ensuite, au retour des tournages, valider scientifiquement que tel son associé à telle image, c'était jusqu'au dernier moment, il a fallu enlever un cri de singe dans la forêt parce que c'était pas la bonne espèce qu'on trouve pas dans cette forêt. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un travail très sérieux qui a été effectué en termes de contenu avec les scientifiques. C'est un projet qu'on a mis 3 ans à mettre en place et qu'on a présenté pendant 38 semaines, donc 220 000 visiteurs. On était assez contents de ces chiffres de fréquentation. Juste un mot pour dire qu'il y a évidemment toute une programmation sensorielle qui avait été mise en place à l'occasion de cette exposition sur le site du Jardin des Plantes. Ça a été l'occasion pour nous de revaloriser justement le Jardin des Plantes, les grandes serres, etc. et d'avoir des médiations olfactives, des médiations gustatives, de tout type autour de l'exposition. Il y a aussi une soirée Odyssée nocturne qui avait été organisée à cette occasion-là. Un petit mot aussi du retour des publics. Notamment une petite étude, malheureusement, qui a pu se faire que sur les dernières semaines d'exploitation avec un petit échantillon de 300 et quelques personnes, donc bien peu par rapport à tous les visiteurs. Mais c'est intéressant d'avoir le retour des publics et de constater donc, les grands points de satisfaction pour eux, c'était surtout l'originalité de l'expérience, les sensations sonores, visuelles et sensorielles qu'ils ont eues dans l'exposition. Et on s'amusait à leur demander, et si vous deviez améliorer le parcours, qu'est-ce que vous proposeriez? Et donc, on a eu quelques retours. Bon, le principal, manquement,
ça a été quand même lié à l'organisation de la visite, l'exploitation assez compliquée. Il faut dire qu'on a ouvert à la fin du Covid, donc on portait le masque. Alors déjà, ça a été un gros... Bon, voilà, on était... Et puis, c'est toujours l'affluence, quoi. Mais c'est pareil, j'imagine, pour Parfums d'Orient. En fait, quand on est immergé comme ça, on aimerait presque être seul ou simplement avec son groupe, quoi, dans ce type d'espace pour pleinement ressentir. Mais non, il y a bien du monde, des scolaires, voilà. Et d'ailleurs, je relisais tout à l'heure avant de venir les verbatims du livre d'or. Il y en a un qui est très drôle parce que quelqu'un dit on se sent presque un peu trop proche du monde vivant avec tous ces enfants qui crient, je sais plus. Voilà, bon, et ça c'est la vie d'une expo dans un musée. Et puis évidemment l'immersif, c'est jamais assez immersif. On aimerait en avoir toujours plus, de l'odeur, mais aussi de l'humidité, de la sécheresse, des effets de température. Et c'est d'ailleurs des choses qui au départ du projet étaient dans nos ambitions, mais comment dire, au MNHN avec tous les spécimens qui sont conservés, voilà, vous imaginez les contraintes techniques, on ne peut pas vraiment jouer avec ces données. Voilà, un petit mot pour dire que l'aventure n'est pas terminée puisqu'elle poursuit sa vie en itinérance. Et justement, c'est l'occasion pour nous et surtout pour les équipes de Gwenaël, de Sensory Odyssey, de prendre en compte ces retours et d'intégrer ces améliorations possibles. Donc, elle a été présentée en 2023 à Singapour sur un parcours encore plus vaste, 1500 mètres carrés. Avec c'est intéressant parce qu'ils ont travaillé avec les chercheurs locaux pour adapter notamment la dernière salle à les milieux naturels qui sont plus proches de chez eux. Et puis là, actuellement, elle est présentée à Rio, au musée de demain, sur une version cette fois plus courte, 500 mètres carrés. Pareil, avec, vous voyez ici, un travail sur les transitions. Ça avait été un retour des publics aussi de dire que les transitions entre chaque espace étaient un peu abruptes des fois. Donc voilà, là on a une image de la scénographie un peu remodifiée pour soigner ces transitions. Voilà, les enjeux, c'est aussi de s'adapter au contexte local quand on le peut. Mais Gwenaël pourrait vous en parler plus si vous avez des questions sur ce point. Voilà, 1 minute, parfait. Ça, c'est les coulisses. Alors, merci à tous. Et à toutes surtout, pour ce bel échange et de nous avoir partagé votre travail qui est très inspirant et sur des projets vraiment très différents, mais qui finalement se rejoignent sur cette volonté d'aller chercher l'émotion chez le public, de créer une rencontre et surtout de recréer un environnement propice à l'entendement d'un propos, qu'il soit scientifique ou artistique. Donc vraiment merci beaucoup. Et maintenant, nous allons laisser la parole au public, si jamais vous avez des questions, des remarques, des réactions. Donc la parole est à vous et on vous fera circuler un micro. Il y avait quelque chose de très intéressant dans vos 3 projets qui se rejoignaient, c'est l'idée de voyage et de déplacement. C'est-à-dire qu'on va déplacer le milieu dans un espace muséal, donc en l'occurrence le milieu oriental, l'Orient, les explorations. Et en fait, au niveau de la cuisine aussi, c'est finalement le territoire. C'est-à-dire que les habitants, les habitantes vont pas forcément elles-mêmes aller à la rencontre de l'art ou de ces artistes, ou même vous parliez tout à l'heure de la cuisine finalement territoriale ou la transmission. Et donc en fait, il y a vraiment dans ces 3 projets cette notion de on va à la rencontre des visiteurs plutôt que de les faire directement se déplacer. Donc est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça pour comparer vos expériences de vos projets, les confronter sur cette idée-là ? Alors déjà, à l'Institut du monde arabe, forcément, on est toujours quand même orienté vers le monde arabe. Hein, c'est quand même notre mission. Donc on a quand même toujours cette volonté de diriger nos visiteurs vers cette sphère culturelle-là et civilisationnelle. Hein, donc c'est voilà. Après, effectivement, par le biais de cette exposition, nous, c'était des choses aussi qu'on voulait. On voulait aussi, surtout, toucher le visiteur dans son intimité aussi, parce que des odeurs nous transportent dans le temps, parce qu'il y a une mémoire olfactive, et donc sentir une odeur, ça peut provoquer un souvenir, raviver un souvenir.
Et c'est souvent aussi très lié à des lieux en particulier. Donc ça, c'est vrai que nous, on espérait que ça touche aussi le public comme ça, qu'on puisse parler directement et que les expériences touchent chaque visiteur en particulier avec sa propre histoire. Et que donc, parce que telle odeur, ça me rappelle, voilà, on parlait de la cuisine aussi, dans notre exposition, on parle de la cuisine, ça fait partie du milieu des parfums. Et quand on sent, voilà, on a tout un dispositif olfactif, et ah ouais, ça me rappelle la brioche de ma grand-mère, ça me rappelle la tagine que j'ai mangée à tel endroit. Donc voilà, il y avait quand même aussi cette volonté-là, effectivement, de ramener le public, de le toucher dans sa vie propre, voilà, que ça remonte dans sa personnalité propre. Ouais, je vais bien rajouter quelque chose, merci. Question très pertinente, évidemment. Et en fait, effectivement, la question qu'on nous pose souvent, c'est quoi une expérience multisensorielle? Et en fait, une expérience multisensorielle, finalement, on en vit tous les jours. C'est-à-dire qu'on est constamment connecté avec nos 5 sens. Bon, il y a plus de sens, mais c'est un autre sujet. On est constamment connecté avec nos 5 sens. Donc, quand on veut raconter des histoires en stimulant les 5 sens, même pas forcément en étant trop représentatif, de représenter réellement ce qu'on veut faire percevoir, mais ça peut être de manière plus onirique, plus abstraite. Et bien forcément, on se rapproche justement d'une potentielle réalité extérieure. Voilà. En fait, retirer des sens dans un musée, quand on y pense, ça n'a aucun sens, justement. Et c'est en ça, justement, qu'on a voulu proposer des expériences olfactives, mais aussi intégrer dans des expériences visuelles, sonores parfois, tactiles, parce qu'il y a certains dispositifs qu'il faut venir toucher. C'était assez amusant. Hier, je faisais une visite de groupe et nous, chez Magic, on pense toujours à la gestuelle. C'est-à-dire quel est le geste qui va faire en sorte de déclencher l'expérience olfactive. Parfois, on subit, entre guillemets, puisqu'on diffuse dans l'air, on vient soutenir une œuvre visuelle. Parfois, il faut appuyer sur un bouton, parfois, il faut souffler. Et en fait, on imagine toujours les gestes que peuvent faire justement les différents visiteurs. Et ce qui est assez amusant, c'est que hier, j'étais en observateur en me disant c'est bientôt la fin de l'exposition et les gens en fait font des gestes extrêmement étranges qu'on n'avait pas du tout anticipés et qui font vraiment corps avec les œuvres. Ils les prennent, ils font limite des câlins avec, etc. Donc c'est vraiment très très amusant. Voilà. Et juste pour faire un petit parallèle justement par rapport à ce que tu disais Agnès, c'est très intéressant, c'est le fait de vouloir représenter quelque chose d'extérieur, donc qui est universel, que l'on peut tous percevoir finalement, mais les odeurs sont intimes et sont absolument liées à la mémoire et aux émotions. Ça s'explique scientifiquement, puisque c'est le seul sens de l'être humain qui est d'abord perçu par la partie limbique du cerveau, qui est responsable des émotions et des souvenirs. Oui, aller vers les publics. Nous, on était aussi à faire avec les publics. Donc, on se questionnait finalement sur les droits culturels. On s'est beaucoup intéressé à l'histoire de notre territoire, à l'histoire de Nègrepelisse, mais aussi du Tarn-et-Garonne, des us et des coutumes, comme tu le disais tout à l'heure, Camille, avec la transmission. Et finalement, ce qui était intéressant, et finalement ce que vous faites aussi avec vos projets, c'est de questionner effectivement l'intimité, l'histoire de famille aussi des fois, notre propre mémoire, même la mémoire de notre société plus globalement, de notre civilisation. Donc ça, je trouve que ça rapproche aussi les publics finalement de leurs préoccupations, d'eux tout simplement. Et aussi ce qui nous intéressait nous, c'était de questionner des enjeux de société, du tout consommable aujourd'hui, de se questionner sur notre monde. Et je pense que, je disais à Camille quand on est venu dans le train, est-ce que la société avait changé en 10 ans, puisque nous c'était il y a 10 ans, est-ce que les gens s'intéressent un peu plus à l'écologie, au bien manger, et je crois que oui, en tout cas j'espère, et j'espère que notre projet aura eu un rôle dans une petite goutte, la goutte d'eau du colibri, mais j'espère que voilà, ça aura participé aussi à ce changement de société, de cette transition, en tout cas je l'espère. Et peut-être juste sur la sensorialité, j'ai l'impression qu'il y a une implication du corps du coup du visiteur, et cette implication-là, elle permet parfois de donner confiance à la personne qui, nous c'est dans le cas de l'art contemporain, c'est pas forcément évident de se sentir à l'aise. Il y a facilement des portes qui se ferment, d'incompréhension et du coup des mises à l'écart. Et de passer par la sensorialité et un partage, de faire quelque chose ensemble,
Ça permet en effet de libérer certaines prises de parole et de se sentir plus ouvert finalement pour accepter des propos qui nous auraient paru plus obtus et moins accessibles si on n'était pas passé par ce biais-là. Oui, pour répondre, nous, l'idée de mettre l'environnement dans le musée, bon, c'est un peu ce qu'on fait aussi par ailleurs au muséum, hein, on parle de la nature. Mais effectivement, là, avec cette exposition, c'était aussi de déculper les sens, d'insister, de les rendre peut-être plus prononcés, mais de manière à attirer l'attention du public là-dessus, de manière à ce que, justement, quand ils se retrouvent en nature, ils y repensent et qu'ils voient les choses sous un aspect différent. En fait, le message, c'est ça, c'est les émerveiller, leur faire ressentir des choses qu'ils puissent ensuite mettre en pratique et garder à l'esprit, voilà, dans cette idée de sensibiliser à l'environnement, sa protection, etc. C'est ça, finalement, il y a aussi une idée de connexion et de reconnexion. Une reconnexion avec le vivant, par exemple, une connexion entre les habitants eux-mêmes ou avec l'art, notamment ce qu'on disait en termes d'accessibilité, et entre deux civilisations ou deux univers. Donc, Après, moi, j'ai l'impression, alors moi, évidemment, voilà, le projet sur lequel je travaille, ça touche vraiment l'olfaction, mais moi, je trouve que proposer ça, ça permet aussi de repenser ce qu'on sent, en fait, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et ce genre d'approche permet de se remémorer tout ça et de prendre conscience qu'il y a ce sens-là qui participe à nos émotions. Et c'est peut-être le sens, enfin, en tout cas, bon, moi j'ai quand même pas mal lu pour faire ce projet, évidemment, donc je me suis vachement intéressée au sens de l'odorat, que j'ai un peu découvert, parce que jusque-là, moi je travaille dans un musée, donc c'était plutôt la vue, et peut-être aussi le son, mais c'est quand même un travail qui porte beaucoup sur la vue quand on travaille dans une institution culturelle et un musée. Là, moi j'ai découvert toute cette dimension olfactive, tout ce que l'odorat peut amener comme réflexion et en tout cas je suis beaucoup plus sensible aux odeurs maintenant. J'espère que ça a aussi permis à certains visiteurs de se rendre davantage compte que en fait on est imbibé dans un milieu olfactif aussi tout le temps. Voilà, ça sent tout le temps, mais on le matérialise pas forcément, on n'en a pas forcément conscience. Voilà, moi je trouve que ces approches tout à fait différentes mais qui vont dans un même sens, sans voir un mauvais jeu de mots, mais on prend en compte voilà, différentes perceptions et ça nous ouvre à y faire attention, en fait. Juste pour compléter, effectivement, ce qui est assez intéressant avec les expériences olfactives aussi, c'est que par définition, ce n'est pas instagrammable. Ce qui fait que ça reste quand même une expérience qui nous connecte dans le moment présent avec soi-même. Et même si c'est quelque chose qu'on peut partager avec les visiteurs avec qui nous faisons l'exposition, ça reste quand même, à partir d'un moment, à un moment T, une expérience. Ça va être pareil avec la cuisine, j'imagine, et c'est pareil avec l'expérience tactile. On ne peut pas partager cette sensation du toucher, ni du goût, ni de l'odorat. Et c'est ça qui est extrêmement puissant et que j'affectionne particulièrement dans les expériences dans les musées, c'est qu'il y a un moment, c'est soi et soi-même, et ça permet de se reconnecter un petit peu aussi. Et juste pour compléter aussi, pour revenir là-dessus, ça me fait penser que finalement, ça redonne le pouvoir aussi aux gens de se réapproprier donc ce sens, l'odorat, mais nous aussi se réapproprier, de faire la cuisine, de se mettre à faire la cuisine et de partager autour de cette notion, mais vraiment de cuisiner. Puisque des fois, il y a certaines personnes qui ont oublié de cuisiner ou ne prennent pas le temps. Et donc là, c'est vrai que ça permettait aussi de revenir aussi dans leur propre quotidien après avoir visité l'exposition. Puisqu'on avait des petits livrets avec des recettes. Enfin voilà, il y avait, tu faisais ça. Tu te rappelles ? À part si vous voulez peut-être compléter pour finir. Est-ce que dans le public, quelqu'une a une question ? Quelqu'un ? Oui. Alors, un commentaire, une question.
Sur les deux expositions que j'ai vues, l'Odyssée sensorielle et l'expo sur les odeurs, qui sont remarquables toutes les deux, moi, personnellement, je me suis centré... c'est la première exposition sur l'odeur où j'ai visité une exposition concentrée sur l'odeur. C'est-à-dire que je n'ai pas tellement regardé la scéno, je n'ai pas tellement regardé les objets, j'ai fait une visite avec mon nez, le nez en l'air, et c'est de ça dont je garderai un souvenir. Sur l'expo des grandes images du muséum, je ne me souviens pas des odeurs, je me souviens des sons, je me souviens des images. Je ne me rappelle même pas qu'il y a eu des odeurs. Et j'ai l'impression, mais ça peut être une question, que le visiteur, il ne peut pas se concentrer au même moment sur tous les sens à la fois. Et on ne peut pas changer de posture. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais commencé à sentir, à me concentrer sur les odeurs, puis tout d'un coup me concentrer sur la vision, je crois que j'aurais tout oublié. Donc le visiteur, il arrive dans un certain état d'esprit, il suit sa concentration, et on ne peut pas changer de posture. C'était ça qui était important aussi dans les transitions. On ne peut pas changer de milieu d'un instant à l'autre comme ça. Le visiteur, il a sa lenteur cognitive, il faut le respecter comme ça. Voilà. Et sinon, j'avais une question, justement, moi, comme c'est la première exposition sur les odeurs où c'est pas Sephora, qui semble être maintenable, qui semble fonctionner, j'ai une question sur les coûts et sur la nécessité de maintenance, et aussi, est-ce que on sent ce qu'on voit, c'est-à-dire que moi j'ai cru dans les pétales qui volaient que c'était l'odeur des pétales. Donc ça fonctionnait, mais justement c'est pas le cas. Et je voudrais savoir si c'est des odeurs naturelles ou synthétiques. Alors, ça marche pas? Si, pardon. Alors, je sais pas, en toute franchise, si je suis autorisée à vous donner nos budgets. Je voudrais pas me faire virer pour une faute grave, hein, donc voilà, excusez-moi. Non, c'est sûr que pour ce projet, je l'ai dit dans ma présentation, hein, on a décidé quand même d'y consacrer une belle somme. Alors déjà, le parfumeur Christopher Sheldrake a travaillé avec nous de façon gracieuse. Hein. Givaudan nous a fourni les odeurs de façon gracieuse aussi. Donc on a tout concentré sur la création, la fabrication des dispositifs olfactifs. Voilà. Par contre, voilà, on voulait encore une fois qu'il y ait un parcours fort, varié, poétique. Donc on s'est dit, on va y consacrer, on était prêt à y consacrer une belle somme que nous avons déduit. Voilà, d'habitude, on a des prêts qu'on va chercher. On a beaucoup de prêteurs, par exemple. Là, on a diminué, on a rationalisé. Enfin, voilà, on a fait des balances. Mais il est évident qu'il fallait quand même... Il nous a semblé évident que ça devait être une ligne budgétaire non négligeable. D'autre part, pour la maintenance, oui, très clairement, c'est un très gros boulot de maintenance. Alors, tous les 3 jours. Voilà. Et mon collègue qui s'en occupe, il est très très content que ça finisse très bientôt parce qu'il n'en peut plus. Voilà, ce soir, il n'est pas là cette semaine, il est en congé, donc c'est avec mon autre collègue. C'est notre dernière. Ouais, on est vraiment content parce que c'est vraiment... Voilà, il faut être conscient de ça. Ça ne marche pas tout seul. Et derrière, il y a un vrai travail. Une expo permanente, après, encore une fois, ça dépend. Nous, c'était un sujet, c'était évident que sur ce sujet-là, il fallait qu'on le fasse. Voilà. Mais après, tout dépend de la thématique, de ce qu'on est prêt à y mettre. Si c'est juste pour mettre en odeur l'espace, que ce soit joli, que ça amène un petit truc en plus, pour l'instant, je pense que c'est peut-être pas nécessaire. Hein, voilà, parce que, mais quand c'est vraiment pertinent dans le propos qu'on raconte, je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Maintenant, effectivement, il faut avoir conscience de ce que ça représente au niveau d'un entretien quotidien ou hebdomadaire, en tout cas. Oui, complètement. Je répondrai à la question des parfums de synthèse et naturels juste après. C'est vrai que nous, ça a été le plus gros challenge qu'on ait jamais reçu jusqu'à présent chez Magic, de concevoir
un parcours olfactif en fait avec 29 senteurs, et on a beaucoup appris évidemment avec cette exposition, et on a aussi appris qu'en termes de maintenance ça demandait beaucoup d'énergie et de temps. Évidemment, on se retrouve forcément à se poser des questions une fois qu'on a mis en place des projets, et on essaie d'anticiper un maximum avant, mais c'est compliqué d'anticiper des choses qui ne sont jamais arrivées. Et voilà. Et effectivement, on est en travail justement nous de notre côté pour pouvoir faire en sorte que les maintenances soient facilitées, moins régulières. Voilà, pour répondre à ça. En ce qui concerne les parfums, du coup, l'utilisation, la création des parfums se sont faits avec des matières premières naturelles et de synthèse, comme quasiment tous les parfums que vous portez peut-être d'ailleurs aujourd'hui. Et le choix des matières premières a été fait par rapport justement au fait de vouloir se rapprocher le plus possible du propos et le plus possible des senteurs qu'il a fallu faire sentir. Par exemple, la rose qu'on retrouve au début aux sections de la nature est une reconstitution de la rose de Damas. Ce n'est pas tout à fait une matière première. Christopher Sheldrake a souhaité reproduire l'odeur de la rose lorsqu'on la sent directement en tant que fleur. Voilà, pour avoir vraiment des notes pétalées, comme on dit, des notes voluptueuses, etc. Et voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais sachez que aussi, pour certaines matières premières qui étaient compliquées de faire sentir aujourd'hui, puisqu'elles sont interdites en utilisation, comme par exemple le musc aujourd'hui, donc qui sont utilisées avec les glandes du mâle chevrotin, pour information. Aujourd'hui, effectivement, c'est interdit d'infuser des glandes de chevrotin, et du coup, c'est des reconstitutions à travers des matières premières de synthèse. Vous n'avez rien à dire sur l'expo? Merci beaucoup. Je pense que merci à vous. Ce temps d'échange va toucher à sa fin pour laisser place à la deuxième table ronde. Mais donc, je vous remercie vraiment chaleureusement d'être venu aujourd'hui, d'avoir partagé vos expériences, et puis merci au public d'avoir interagi avec nous et d'avoir un peu posé vos questions. Et voilà. Donc merci à tous. Et maintenant...